Alors, avant de commencer, je vais demander aux panélistes de bien vouloir, à tour de rôle, se présenter juste 30 secondes, s'il vous plaît. Ils sont mieux placés pour nous dire dans quelle institution ils travaillent et éventuellement ils vont parler de quoi en 30 secondes, s'il vous plaît, si c'est possible. Nous allons commencer alors avec Monsieur Diagana. Pardon, Monsieur Diagana au fond. Fodé Diagana. Merci. Donc c'est Fodé Amadou Diagana. Je suis économiste et conseiller chargé de la promotion de la microfinance du ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle et coordinateur du programme Mon projet, mon avenir, connu sous le nom de M. Roy Moustarbeli. Merci. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Nous avons ensuite Madame Maïmouna Diagne, présidente fondatrice de PAF. Oui, merci beaucoup. Bonjour. Je suis Madame Maïmouna Diagne. Je suis la présidente fondatrice de la plateforme africaine pour l'autonomisation des femmes et des filles. Nous comptons 21 000 femmes au niveau du Sénégal et de la Gambie. Je suis également la présidente de l'ICEMS, qui est l'initiative pour la sauvegarde de l'entente entre la Mauritanie et le Sénégal. Et au niveau du Sénégal, j'en suis la présidente. Merci beaucoup. Merci, Madame Diagne. Ensuite, nous donnons la parole à Madame Aïcha Lekhal, qui est du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Tout à fait. Je pense que les présentations ont été faites. Je m'appelle Aïcha Lekhal. Salam alaikum tout le monde. Je suis conseillère chargée de la communication auprès du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Et cet après-midi, je vais vous présenter brièvement un programme phare du département qui s'appelle Mehneti, c'est-à-dire mon métier. Merci, merci. Ensuite, mon ami Oumar Wele, on vous écoute. Salam alaikum, Oumar Wele. Donc, j'adore me présenter étant un chef maçon. Donc, je suis fondateur de l'entreprise Abidem qui opère beaucoup plus dans l'éco-construction. Construction, TIFA, argile, bon, voilà un peu, et membre du SEM. Alors, enfin, nous avons le jeune député qui a chauffé les réseaux sociaux il y a quelque temps, et le voilà élu par le peuple comme député. Monsieur Khali, on vous écoute. Salam alaikum wa rahmatullah. Merci à tout le monde, en tout cas pour les applaudissements. Je suis reconnaissant aussi pour ceux qui ont soutenu et qui nous ont permis aujourd'hui d'être députés à l'Assemblée nationale de la République islamique de Mauritanie. Merci. Je suis là pour intervenir sur l'entrepreneuriat social et le volontariat. Merci. Merci, merci beaucoup. Merci, vous avez la chance, vous allez être gâtés parce que vous avez un panel composé de compétences et également de références. Profitez-en. Mais en attendant, je vais rappeler aux panélistes que j'ai la malchance de faire le gendarme aujourd'hui. Donc, je tiendrai le chrono. Je veillerai au respect du temps imparti à chacun d'entre vous. Donc, vous m'excuserez si je dirai à quelqu'un de bien vouloir conclure. Mais en attendant, j'ai quelques mots quand même à dire. Le thème d'aujourd'hui concerne la découverte du potentiel de l'écosystème entrepreneurial mauritanien. Je vais, juste avant de donner la parole, rappeler ce qu'on entend, ou moi, ce que j'entends par écosystème entrepreneurial mauritanien. C'est un ensemble de composants dynamiques et statiques qui entourent ou dans lequel baigne l'entreprise. C'est un ensemble, grosso modo. Et dans cet ensemble, il y a plein d'acteurs ou bien d'éléments, pour les appeler ainsi.
Ces acteurs, nous avons l'État, ou on va dire l'administration de l'État, ou si on peut aller loin, on va dire il y a l'administration des impôts, il y a le tribunal de commerce, il y a la sécurité sociale, il y a l'électricité, il y a l'Internet, il y a plein de choses. Donc, le transport également. Et alors, pour ne pas oublier, il y a également la météo. La météo aussi fait partie de l'écosystème. Et ensuite, nous avons les acheteurs et nous avons les compétences. C'est le DG de Kevat, ne me contredira pas. Le directeur général de Kevat ne me contredira pas. Il y a aussi les ressources humaines, ainsi que M. Diallo, n'est-ce pas? Ça, c'est ce qu'on appelle l'écosystème entrepreneurial mauritanien ou de manière générale. La ressource humaine, elle est fondamentale. C'est la base, je dis bien, c'est la base de la réussite pour qu'on soit dans un écosystème, entre autres, une activité productive. Parce que je me dis, si vous êtes là, qu'on est en train de penser à produire, à développer, à enrichir notre économie, à faire bouger les lignes, comme on dit. Et cela demande des compétences. Et vous avez cette chance parce que vous avez ici des références, des gens qui vont vous parler de leur expertise dans leur métier. Ceci étant, M. Fodé Diagana, que j'ai connu dans le passé, il y a très longtemps, et que je regardais toujours de loin comme la référence de la microfinance. Il est là, il est mieux placé pour vous dire, pour vous parler de son projet. Monsieur Fodé, vous avez 5 minutes, au maximum 10 minutes. Vous avez la parole. Je retiens 10 minutes. Bon, je ne vais pas être long. Comme je vous ai dit, je suis le coordinateur de mon projet Mon Avenir et je pense que ma présence ici se justifie tout simplement par cette fonction parce qu'on m'a demandé de venir vous entretenir sur ce projet. Ce programme est un programme du gouvernement qui a commencé avec le quinquennat du président de la République qui, dans la composition du gouvernement, pour la première fois, on a vu le ministère de l'Emploi et le ministère de la Jeunesse et des Sports mis ensemble. Et la réflexion a été lancée, qu'est-ce qu'il faut faire pour donner de l'espoir à la jeunesse? Ainsi, ce programme a vu le jour, mon projet, Mon Avenir, dont le but est unique, c'est de créer de l'emploi à travers l'entrepreneuriat. Parce que l'administration publique absorbe certes les diplômés, absorbe certes les gens qui sont compétents, mais ne peut pas tout absorber. Et je pense que le pourvoyeur d'emploi, c'est l'entreprise. Alors, on a opté pour la création par les jeunes et par les femmes de leur entreprise et qui vont également faire travailler d'autres jeunes. Et ce programme, qui a été un programme exclusivement financé au départ par le gouvernement, a eu l'adhésion des partenaires techniques et financiers, notamment l'AFD et actuellement l'Union européenne, qui sont venus abonder les ressources qui vont dans le sens du financement de la micro et petite entreprise. Donc, c'est dire que l'opportunité existe, on a des éditions, nous sommes en train de nous préparer pour lancer la 4e édition. Les 3 éditions passées nous ont permis, au moment où je vous parle, de financer et d'accompagner près de 3000 jeunes, hommes et femmes, dans leur domaine d'entreprise avec des secteurs productifs uniquement. Parce qu'on n'a pas voulu nous lancer dans le financement du commerce, vous savez très bien qu'en Nouakchott ou en Mauritanie, quand on dit on va financer le commerce, eh bien, il faut financer tous les Mauritaniens. C'est pourquoi on a choisi de nous positionner sur ce créneau de secteur productif. Et nous donnons des financements qui varient entre 500 000 ouguiyas anciens et 5 millions d'ouguiyas. Ben, quelquefois, c'est largement suffisant, quelquefois, ce n'est pas suffisant. On ne peut pas couvrir tous les besoins, mais en tout cas, on arrive à faire vraiment de l'amorçage de l'entrepreneuriat avec les jeunes qui viennent nous voir. Et notre processus de financement, a commencé par du manuel. L'appel à candidature se faisait, les jeunes venaient dans les wilayas ou dans les mokata déposer leur dossier. Mais ça a été un premier processus laborieux qui nous a conduit, comme on
parle également des métiers de l'avenir et de la digitalisation. Nous avons digitalisé en partie le programme et dans la phase 4, nous comptons faire une digitalisation complète du processus, aussi bien de sélection, de financement et d'accompagnement. Ce que je voudrais dire dans cette salle, c'est de dire que le financement, tout le monde parle du financement, mais le financement, sincèrement, ce n'est pas ça le grand problème. Le problème, c'est quand on a financé une entreprise, comment maintenir cette entreprise en vie, comment rendre cette entreprise rentable, comment la pérenniser. Et à ce niveau, nous avons quand même un volet important de ce programme qui va s'en occuper désormais, qui consiste à faire de l'accompagnement. On fait de l'accompagnement pré-financement, c'est-à-dire aider à l'idéation, aider à l'accompagnement, aider à la réalisation de business plans des entreprises. Une fois que la personne est admise dans le groupe, il obtient son financement et après le financement, il y a un accompagnement qui va s'installer. Et nous sommes en train de travailler à un recrutement d'une assistance technique à maîtrise d'ouvrage qui va aider des structures au niveau local. Il a parlé de l'écosystème entrepreneurial. Nous avons essayé de mettre avec nous l'ensemble des acteurs financiers, la chambre de commerce, le guichet unique, les centres de formation professionnelle, les bureaux d'études, les ONG, les associations qui appuient les entreprises pour qu'on aille ensemble et qu'on mette nos efforts en commun pour essayer d'éviter les pertes d'énergie et les pertes d'efforts afin qu'il y ait vraiment une force qui tire dans le même sens et qui permet à tout le monde d'avancer et avoir des entreprises. Aujourd'hui, notre fierté est de voir des jeunes qui se sont investis dans l'entrepreneuriat et sans garantie réelle, entre guillemets. Ce matin, on a entendu parler des garanties. Quand il n'y a pas de garantie, il n'y a pas de financement. C'est le principal problème auquel nous sommes confrontés. On ne peut pas donner des financements sans garantie totale, sans garantie du tout, mais les garanties que nous demandons, ce sont des garanties qui sont à la portée de tous les jeunes Mauritaniens. On vous demande d'apporter un avaliseur. Nous sommes en Mauritanie, nous avons la famille, nous avons des amis. On peut trouver quelqu'un qui a confiance en soi et qui a confiance en toi, qui peut dire « moi je vais le garantir pour pouvoir prendre son prêt et le rembourser ». Les dispositifs fonctionnent comme ça. Nous avons déjà fait 3 éditions. La 4e édition pourrait être lancée avant la fin de ce mois, Inch'Allah. Et cette édition va permettre de financer près de 2000 PME et d'accompagner l'ensemble des entreprises que nous avons accompagnées jusqu'à présent. Je voudrais quand même mettre l'accent sur un seul élément qui consiste au financement des entreprises en faveur des femmes. Parce que le volet financement qui vient de l'AFD et de l'Union européenne met un accent particulier sur le financement des femmes. Et on a également un fonds qui sera destiné à partir de l'année prochaine au financement des startups au niveau de Nouakchott et éventuellement des entreprises féminines au niveau de Nouadhibou. C'est ce que nous avons appelé les plateformes des prêts d'honneur. C'est-à-dire, ce sont des prêts que nous accordons à des personnes qui ont des entreprises, soit au niveau d'innovation ou des entreprises entièrement féminines et qui, par l'honneur, s'engagent à rembourser. C'est-à-dire qu'on ne va pas demander de garantie en tant que telle. C'est sur l'honneur, mais le processus de sélection sera assez rigoureux pour savoir que l'entreprise sera à mesure de pouvoir rembourser des crédits qu'il a contractés. Bon, le processus, je pense que dans la salle, il y a beaucoup de jeunes qui savent exactement comment ça se passe. On a distribué cette brochure, qui est une brochure de la 3e édition et qui dit en gros comment est-ce qu'on accède, quelles sont les conditions et quels sont les principes par lesquels nous passons pour pouvoir financer les entrepreneurs. On a 3 instruments financiers destinés au petit crédit, parce qu'on a pris de 500 à 5 millions, mais on n'a pas oublié également de 100 000 jusqu'à 500 000. C'est ce qu'on a appelé les nano-SLEV. Bon, plus de détails. J'ai des superviseurs qui sont au niveau des stands. Vous pouvez passer pour les questions de détails, les conditions, les montants, les planchers, et ainsi de suite. Je m'arrête là et j'espère que tout le monde m'a compris. Merci, on va l'applaudir. Merci, merci Monsieur Fodé Diagana pour votre intervention. Je retiens 2 petits points qui me semblent extrêmement importants ici. C'est l'entreprise, l'activité économique, quelle que soit sa taille,
L'intérêt ici, c'est de maintenir l'entreprise en vie. Ce n'est pas créer pour créer, mais si on crée, il faut qu'on arrive à maintenir son activité économique en vie. Il y a un deuxième petit point ici, c'est l'accompagnement auquel il a fait allusion. Effectivement, quand on crée une entreprise, une activité économique, des fois nous avons besoin d'être encadrés, coachés, accompagnés, c'est essentiel. Le troisième point, c'est l'importance qu'ils ont accordée à l'accès aux femmes pour le financement. C'est extrêmement important, connaissant la fragilité et les difficultés sociales de notre pays. Ceci étant, et en parlant de cette fragilité, on ne peut que donner à Madame Maïmouna Diagne la parole qui est là, qui travaille sur l'autonomisation des femmes. Hein? Madame Diagne, je sais que vous avez beaucoup de choses à dire quand vous allez parler de femmes, c'est sûr, sur l'autonomisation, mais nous vous demandons de nous cadrer quelque chose sur 5 à 10 minutes qui pourrait attirer l'attention du public. Vous avez la parole. Je vous remercie, mais avant d'entamer mon discours, j'aimerais vraiment remercier et élogier le président, son Excellence Macky Sall, qui hier nous a donné une bonne leçon de démocratie. Merci beaucoup des applaudissements. Mais notre président, qui a été à premier plan depuis des années par rapport au 3e mandat, nous a donné un cours magistral hier de leadership pondéré, mais surtout il a donné une leçon de démocratie au Sénégal, à l'Afrique et au monde entier. Donc nous saluons ce geste et nous espérons que tous les autres chefs d'État vont le suivre et que nous n'allons plus nous éterniser au pouvoir. Nous avons une jeunesse dynamique, intellectuelle, qui peut prendre la relève. Merci. Donc aujourd'hui je suis là parce que je dois parler de la mise en œuvre de l'entrepreneuriat féminin dans le secteur extractif. Pourquoi? Parce que déjà au Sénégal, nous avons organisé un forum, une table ronde sur le pétrole et le gaz et la place des femmes dans ce secteur. Pourquoi? Parce que nous savons tous que ce secteur est dominé par les hommes. Nous pouvons même dire que beaucoup de secteurs en Afrique sont dominés par les hommes. Donc des femmes comme moi, des Hifoshi comme M. Fodé et d'autres encore sont là et ils sont en train de donner la place qu'il faut à la femme. Parce que nous savons que si on prend l'exemple du Sénégal, plus de 50% de la population est féminine. Donc, on ne peut pas nier que c'est une frange importante de la population qu'on doit avoir en considération, soit pour le développement économique, financier et surtout humain. Parce que les femmes sont la spine dorsale de chaque société. Ce sont les mamans, ce sont les épouses, ce sont les filles. Donc ce sont les modératrices de tout pays. Donc je suis là pour parler de façon très modeste, pour donner voix aussi à ces femmes. Au Sénégal, nous avons une association de 21 000 femmes. Donc vous comprenez que c'est une grosse association qui est confrontée souvent à des problématiques de ce genre. De ce genre, pourquoi? Quand on parle du secteur extractif, on parle du gaz, on parle du pétrole. Et nous savons que nos deux pays actuellement travaillent dans ce secteur. Donc il est important et primordial que les femmes se mettent à niveau. Donc on parlera ici de compétences. Je vais prendre l'exemple de l'ITIE. L'ITIE qui est le comité national pour la transparence dans les industries extractives, qui est représenté dans beaucoup de pays d'Afrique et qui a déjà fait des lois par rapport au secteur extractif et à la place des femmes. Donc, depuis la base, la norme ITIE exige des pays qui en sont membres qu'ils divulguent les informations relatives à l'emploi désagrégé par sexe et si possible par entreprise et par niveau professionnel. Tous les ans, nous avons de nouvelles offres qui sont tout le temps disponibles sur le site de l'agence Técheré,
que je vous invite à visiter assez régulièrement pour pouvoir bénéficier vous-même ou des gens qui pourraient être intéressés de toutes ces offres-là. Et enfin, pour ne pas être très longue, étant donné que vous, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous pourrez bénéficier de toutes les informations auprès de l'équipe de Mehenti qui est présente. Je voulais juste préciser qu'en fait, le Mehenti s'est vraiment focalisé sur les secteurs que nous jugeons porteurs et qui sont vraiment des secteurs porteurs et qui sont occupés massivement par des étrangers ici, mais et qui sont des métiers qui sont plutôt bien rémunérés, mais qui ne trouvent pas des nationaux pour les occuper. Et ces secteurs concernent essentiellement l'hôtellerie, les services, l'agriculture, l'élevage, la pêche, les BTP, surtout les BTP. Et ces jeunes ne veulent pas pratiquer ces métiers-là. Donc, je saisis cette tribune et comme j'ai des jeunes en face de moi pour vraiment vous inciter à vous défaire de tous ces préjugés et à vous dire vraiment que tous ces métiers sont nobles et qu'il n'y a pas de mal à exercer un métier plus qu'un autre. Donc voilà, je reste disponible. Merci, on va applaudir Aïcha. Merci pour votre intervention très très pratique. Je sais que vous avez pris une pause, des fois c'est pas évident après la pause de suivre certaines interventions, surtout pour ceux qui sont au fond de la salle, mais ceci étant, Aïcha a dit des choses très intéressantes sur lesquelles d'ailleurs je ne peux pas passer sous silence certains points. C'est la valorisation des métiers et la formation sur les métiers. Et c'est extrêmement important dans notre environnement. Il n'y a pas de sous-métier, il n'y a pas de petits métiers. Vous voyez bien mon ami Oumar Wele, qui est ingénieur dans le domaine des travaux et tout, il s'est présenté comme étant le maçon. Voilà, il valorise pour vous dire tous les métiers à quelque niveau qu'on soit. Ceci étant, je rebondis sur le point de la formation. Même, je dis bien, excusez-moi du terme, qu'on soit maçon, plombier, électricien, quand on maîtrise son métier, on le fait avec qualité, on s'arrache pour vous avoir à côté. Je vais vous raconter une petite histoire. J'ai un plombier qui travaille souvent pour moi. Au fil du temps, nous sommes devenus des amis. Et à chaque fois qu'il me faisait un travail, après je le rappelais une deuxième fois, il me dit non, c'est le matériel chinois. Même si c'est les Chinois qui ont construit ce bâtiment, il me dit c'est le matériel chinois, c'est pas bon, il faut acheter du bon matériel. Bon, je le mets au défi, j'amène le bon matériel, 2 jours après, je le rappelle également. Je dis tiens, tu vois. Il me dit non, parfois, ça marche, parfois. Je dis non, je suis désolé, tu ne maîtrises pas ton métier, mais je ne peux pas l'abandonner parce qu'il est extrêmement gentil. J'ai eu la faiblesse face à lui. Donc, voyez bien, le métier, quand on maîtrise son métier, quel que soit le métier, je dis bien, quand on le maîtrise, vous allez toujours avoir de la clientèle. Vous allez jamais chômer. Mais si vous ne maîtrisez pas, ou vous êtes paresseux, vous voulez l'argent facilement, ça devient très compliqué. On risque d'aller dans le social. Le social, je ne vais pas donner la parole à l'honorable député, mais je préfère donner d'abord la parole à monsieur Oumar Wele, qui va nous parler de son expérience. Et monsieur Wele, vous avez la parole. Oumar Wele, qui a passé toute son enfance à Médiner, quartier périphérique de Nouakchott, ensuite en France, donc pour les études, et de retour en Mauritanie, voir un peu le résumé de Abidem. Abidem, Habitat et Développement, une entreprise de construction, beaucoup plus sur la valorisation des matériaux locaux, notamment de l'argile et Tifa.
C'est quoi le TIFA, s'il vous plaît? C'est une plante nuisible qui pousse entre le Sénégal et la Mauritanie, qui était un grand problème écologique au niveau de la sous-région et aujourd'hui qui a été classée comme ressource naturelle à protéger par le ministère de l'Environnement, qu'on valorise en matière de construction. Donc l'histoire d'Abidem, ça a duré 20 ans. 20 ans, j'ai eu l'idée de créer l'entreprise. J'étais à Djowol, à 18 km de Kédi, et je me suis confronté à ce confort thermique qu'on retrouve plus dans nos bâtiments, notamment... Le confort, on n'a pas entendu, s'il vous plaît, on n'a pas entendu. Ensuite, Monsieur Wele, s'il vous plaît, on n'a pas entendu ce que vous venez de dire parce que c'est extrêmement important. Ah d'accord. Donc, la création, l'idée de création jusqu'à la création effective d'Abidem, ça a duré 20 ans. 20 ans de réflexion, 20 ans de formation, 20 ans de vie à l'étranger et 20 ans de recherche de solutions pour la mise en place de ce projet. Donc l'idée, ça a démarré à Djowol, à 18 km de Kaïdi. Je me suis retrouvé dans les rues de Paris et ensuite à Nouakchott pour concrétiser ce projet. Aujourd'hui, Abidem est une entreprise qui évolue. J'ai démarré, je peux dire, avec 500 € dans ma poche, sans financement ni rien, mais j'ai reçu de l'accompagnement quand même. J'ai entendu accompagnement, femmes, dispositifs, des différents types d'accompagnement individuel. J'ai eu le privilège à un moment d'avoir le micro et la caméra d'Aïcha Lekhal. Ensuite, Maître Sal Alioune qu'on a eu une fois dès mes débuts. On s'est croisés sur mon chantier. C'était ma première brigantaire dans le quartier Samia qui m'encourageait. Et aujourd'hui, on est collègues au sein du club des entrepreneurs, 6 ans après. C'est pour vous dire que l'entrepreneuriat, c'est facile, c'est difficile, c'est possible, mais ça demande un peu de la patience, de l'innovation et aussi beaucoup plus de la compétence. J'ai quitté Nouakchott niveau baccalauréat. Arrivé en France, j'ai été inscrit à l'école d'architecture à l'université de Havre où j'ai pu me former dans le domaine du génie civil et de l'éco-construction. Donc ça demande beaucoup d'investissement. Et cet investissement, j'ai du mal à faire sortir mes mots, mais ça demande beaucoup plus ça demande énormément du temps à se former, à se perfectionner et de l'écoute et aussi beaucoup plus de patience. Aujourd'hui, Abidem, j'emploie 10 personnes, 5 permanents et 5 non permanents. J'ai démarré avec un chiffre d'affaires de 2 millions d'ouguiya. Aujourd'hui, j'avoisine à peu près plusieurs dizaines de millions. Et je parle sous contrôle de Maître Sall, qui fut mon assistant juridique lors d'un projet que j'exécutais dans le cadre du financement de l'Union européenne. Donc, il y a le potentiel qui existe. Aujourd'hui, le marché de l'éco-construction évolue et avec Abidem, avec le temps, on a su quand même pousser les lignes. Aujourd'hui, on est sur une phase de réglementation. Le ministère de l'Environnement est en train de mettre en place ce qu'on appelle la charte de l'éco-construction pour accompagner ce secteur. Et d'autre part, à travers des différents programmes tels que mon projet, mon avenir, je sais qu'ils sont dans cette dynamique aussi, à travers la stratégie des emplois verts qu'ils ont mis en place, où il y a un volet important sur l'éco-construction. Je termine un peu pour vous dire que nous, quand on démarrait, il n'y avait pas ces dispositifs. Et aujourd'hui, les jeunes qui sont dans la salle, vous avez l'opportunité et vous avez de la chance que l'État a mobilisé et continue à mobiliser différents dispositifs et beaucoup de dispositifs pour vous accompagner dans votre vie d'entrepreneur. Je termine seulement. Le conseil que j'ai à vous dire, et ce que je dis toujours à mes stagiaires, on a une convention avec l'école polytechnique. Chaque année, on reçoit 5 élèves d'ingénieurs qui viennent pratiquer le période de stage chez nous et 3 venant de l'université de Nouakchott au niveau master dans la formation. Donc, je dis, formez-vous,
rechercher l'expertise avec de la patience et aussi il faut de la persévérance et il y a de l'opportunité. Le marché de l'éco-construction, on est sur un potentiel de plus de 10 000 mètres carrés à couvrir aujourd'hui en Mauritanie. Il y a les 10 centres de santé à Nouakchott qui sont en cours de travaux. On a du mal à retrouver des ouvriers, des techniciens dans ce domaine. Et aussi, il y a le secteur de l'habitat. On a vu les 50 logements et nous, actuellement, on est sur des logements à Soukouk Tebrazena. Avec ces matériaux, on a du mal à avoir de la main-d'œuvre qualifiée. Quand je dis de la main-d'œuvre, ça va de l'ouvrier jusqu'au grade de l'ingénieur. Donc, je m'arrête là. Voilà. Merci beaucoup, Maître Sadi. Merci, Omar Wele, pour votre intervention. Si je comprends bien, vous faites de la construction écologique. C'est bien ça, Monsieur Wele? Vous faites de la construction écologique. C'est bien ça? Oui. Et ce que j'avais retenu ici, que vous faites des constructions sur la base de l'argile, du Tifa. Vous utilisez aussi d'autres matériaux comme le ciment ou pas? Oui. Un peu. 20%. À combien de pourcents? Donc, on utilise plus des matériaux biosourcés à base des végétaux. Oui, d'accord. Pourquoi ces matériaux? Aujourd'hui, on demande à toutes les villes du nord et du sud d'être des villes résilientes. D'accord. On demande de séquestrer le carbone, de stocker. Donc, tout le monde s'achemine, enfin, à travers les CDN et les objectifs des différents États, on s'achemine vers ces matériaux pour construire des bâtiments durables et gagner éventuellement des sous. Alors, par curiosité, quel avantage on a avec une construction écologique? C'est plus frais, c'est plus résistant, c'est quoi exactement? On peut dire qu'il y a 3 avantages. La durabilité de l'ouvrage, le temps, c'est des matériaux vraiment résistants qui vieillissent bien dans le temps. Et deuxièmement, en termes de confort, aujourd'hui, on a du mal à trouver des bâtiments confortables. Quand je dis confort, c'est cette notion de fraîcheur, d'isolation qu'on retrouve dans les bâtiments conventionnels. Naturel. Donc, naturel. Aujourd'hui, avec ces matériaux, on a non seulement le confort, on a le coût aussi qui est intéressant parce qu'il faut aller de la notion du coût durable, parce que l'ouvrage prend du temps, ça dure, ça vieillit bien. Et l'expérience nous a montré que les premiers logements en Nouakchott ont été construits avec des matériaux, notamment à l'île V, qui sont là, toujours debout depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui. C'est des logements en terre et avec des végétaux. Donc voilà aussi. Merci beaucoup, Monsieur Oumar. On peut l'applaudir. Et comme il vient de le confirmer tout à l'heure, comme il vient de le dire, il y a des opportunités dans ce secteur, même si on n'est pas face à une salle composée uniquement de personnes qui s'intéressent au bâtiment, mais vous pouvez en parler dans votre environnement. Vous pouvez en parler aux amis, aux frères, aux camarades qui pourraient être intéressés du secteur. Il vient de le dire, on cherche des gens à former, on cherche des gens qui sont intéressés et on ne trouve pas. Voilà une niche, entre autres, à exploiter. Alors, sans tarder, on va donner la parole à notre honorable député, M. Khali Diallo, qui va nous entretenir sur l'entreprise dans le domaine social et environnemental ou éducatif. Social et... On me demande d'intervenir sur l'entrepreneuriat social et le volontariat. Exact, et le volontariat, pardon. Exact. Vous avez l'honorable député. Merci beaucoup. Donc, je me présente, je m'appelle Khali Diallo, Khali Mamadou Diallo, député au Parlement mauritanien. Et je voudrais d'abord intervenir sur l'entrepreneuriat social et ensuite attaquer un peu le volet du volontariat. Donc, puisque je parle aux plus jeunes qui sont là, et je suis là surtout pour un partage d'expérience avec eux, je voudrais vous expliquer d'abord à vous jeunes
ce que c'est l'entrepreneuriat social. L'entrepreneuriat social est une forme d'entreprise ou d'entrepreneuriat dont la préoccupation première n'est pas de se faire de l'argent, ni de se faire un nom, ni de se faire de la richesse, mais d'abord aller dans l'intérêt général. C'est ça l'entrepreneuriat social, qui est différent de l'entrepreneuriat tout court, où il y a le bénéfice, il y a les affaires, comme ils ont tous intervenu ici tout à l'heure. Maintenant, il y a qu'est-ce que c'est une entreprise sociale? C'est important parce que j'ai entendu tout à l'heure certaines interventions ce matin qui demandaient comment obtenir les financements, etc. Et ça, c'est important de comprendre le rôle d'une entreprise sociale pour pouvoir avoir des financements alors que vous êtes une organisation. Parce que c'est possible d'être une association et de lancer une entreprise à but non lucratif ou à but lucratif limité. Donc ça, si vous voulez, c'est le parallèle que vous pouvez faire dans vos associations pour pouvoir assurer une insertion professionnelle aux jeunes qui sont avec vous, pour pouvoir aussi leur permettre de trouver du travail et surtout aux jeunes qui sont souvent dans des associations qui sont dans le chômage. Donc une entreprise sociale n'a pas pour priorité de faire des profits, contrairement à une entreprise classique. Son but premier est de réaliser des projets à forte utilité sociale. Si bien qu'elle peut être amenée à mettre en œuvre des projets peu profitables économiquement, mais qui peuvent être très profitables pour la société. Je donne un exemple. Vous êtes par exemple une entreprise, ou une association plutôt, qui travaille dans l'action humanitaire directement, qui fait les creusages. Par exemple, nous, avec la Marmite du Partage, qui est une organisation humanitaire qu'on a mis en place, nous avons trouvé un partenariat avec une association qui travaille avec nous dans le cadre de creuser des puits, de construire des latrines, de mettre des fosses septiques, de construire des baraques. Mais dans cette association partenaire, nous avons remarqué que dans le creusage des forages, avec les matériaux par exemple les machines qui forent les puits, on a pu, nous, au sein de la Marmite, récupérer certains de nos volontaires pour pouvoir en faire des salariés au sein de projets d'entreprises sociales à but lucratif. Ça vous permet quoi? Ça vous permet de faire passer votre volonté de lutter contre le chômage, parce qu'on sait aujourd'hui, la réalité, elle est en face de nous. Aujourd'hui, la chose sur laquelle les jeunes Mauritaniens se plaignent le plus, c'est le chômage. Mais maintenant, quelqu'un l'a dit ce matin, l'État ne peut pas recruter tout le monde. Il faut des solutions alternatives. Et la vraie solution alternative aujourd'hui, c'est d'aller dans l'entrepreneuriat social. Ça vous permet de vivre vos rêves, de rendre service, mais ça vous permet aussi de travailler. Parce que, en quelque sorte, vous avez une mission finale d'aider, de soutenir, d'accompagner, de permettre le développement, mais ça vous met à l'abri aussi du chômage. Parce que si vous avez une compétence à faire valoir à travers cette entreprise sociale, vous pouvez le faire. Et l'avantage pour les associations, l'avantage qu'elles auront, c'est quoi? Elles n'auront pas besoin d'aller purger dans les ressources humaines ailleurs. Parce que, forcément, on le sait tous ici, que dans la plupart des associations en Mauritanie, vous avez la ressource humaine qui est au chômage et qui vient en tant que volontaire de l'organisation. Donc, puisque vous avez des volontaires dans votre association, et si vous développez une entreprise sociale, vous pouvez purger dans ce qu'on appelle les ressources humaines que vous avez à votre portée. Donc, je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, je l'ai dit il y a 5 ou 7 ans,
la Mauritanie, je ne dirais pas la Mauritanie, mais les pays francophones en général, ils sont très en retard par rapport à l'entrepreneuriat social, par rapport aux Américains. Par exemple, aujourd'hui, si vous venez aux États-Unis, la plupart des entreprises sociales sont détenues par des organisations humanitaires. Presque dans tous les domaines, pratiquement, dans tous les domaines. Vous venez dans une association ou une ONG qui travaille sur la démocratie, mais elle a une entreprise sociale qui permet de faire vivre les activités de l'organisation, mais également de faire travailler. Parce que quand vous parlez de volontariat, le volontariat n'est pas le bénévolat. Le bénévolat, moi je viens, j'ai envie d'aller aider dans une action humanitaire. Je viens en tant que bénévole, je suis Fodé Diagana ou je suis Aïcha. Je viens, je m'engage pour une journée, je suis disponible de 8h à 17h, je viens travailler, je viens aider, parce qu'il y a une action qui me touche, j'ai envie de participer, donc je viens, je participe, et à la fin, je rentre chez moi. Mais le volontaire, ce n'est pas ça. Le volontaire, c'est celui qui met le plus grand de son temps. Si on prend une échelle de 100%, le volontaire, il se donne jusqu'à 90%. Donc celui-là, il a besoin d'émulement, il a besoin d'un petit soutien. On ne va pas dire salaire, mais il a besoin d'un minimum, soit-il, pour qu'il puisse continuer à être présent, à apporter son expertise, à apporter son intelligence, mais aussi à apporter son temps. Maintenant, par rapport au volontariat, c'est important aussi que nos jeunes y comprennent que d'abord dans le volontariat, en tant que jeune, souvent s'il y a un travail pour lequel vous voulez postuler, vous le voyez tous, l'offre d'emploi. Vous voyez, c'est écrit, vous avez la compétence, vous avez ceci, vous avez le diplôme, vous avez ni, mais après on vous pose expérience de 5 ans. 5 ans d'expérience. Vous venez de sortir, vous venez d'avoir votre diplôme, vous êtes compétent. Et vous n'avez pas l'expérience. L'alternative pour pouvoir aller gratigner un peu d'expérience, allez-y dans le volontariat. Choisissez. Soyez volontaire. Parce qu'il ne faut pas que le jeune qui vient demain, qui veut s'insérer, et qu'il y a cette barrière d'expérience qui sera devant lui, eh bien, ce jeune, il doit s'investir. Il doit s'investir dans le volontariat. Il cible soit une organisation, soit une entreprise, et qu'il vienne se proposer en tant que volontaire. Ça marche beaucoup plus avec les organisations non gouvernementales, avec les associations. Ça vous permet de capitaliser deux choses. Ça vous permet de capitaliser une expérience de travail en équipe, d'aller au contact des gens, mais ça vous permet aussi d'avoir une expérience dans le domaine que vous avez choisi. Mais il y a une troisième opportunité qui s'ouvre devant vous. Quelle est cette troisième opportunité? Cette troisième opportunité, c'est un carnet d'adresses et c'est un réseau que vous allez vous construire au fil du temps que vous allez, en tout cas, être volontaire dans le domaine que vous aurez choisi. Toutefois, je le dis souvent, un cadre juridique approprié devrait être mis en place pour veiller au respect du droit du travail, de sorte que le travail bénévole ne vienne pas remplacer les emplois rémunérés, contribue à réduire le revenu des salariés ou devienne une source de profit pour les employeurs. Il ne faut pas aussi que sur cet aspect-là, que ce soit un profit au détriment du jeune qui vient, lui, en tant que bénévole ou en tant que volontaire. Donc il faudra qu'il y ait, en tout cas, des lois qui protègent aussi bien le volontaire qui va dans une association que celui qui va dans une entreprise sociale pour capitaliser une expérience. Il convient également de veiller à ce que le volontaire soit inclusif, de sorte que chacun se voit reconnaître le droit d'y accéder. Je vous donne un exemple. Avec Aïcha Lakhal,
qui est une sœur avec qui j'ai travaillé, nous avons coordonné ensemble pour mettre en place le premier corps du volontaire mauritanien en Mauritanie, qu'on appelle aujourd'hui le projet volontariat Watanouna, qui a été mis en place dans la période de la Covid-19. Aujourd'hui, je suis ravi de voir Aïcha au ministère de la formation professionnelle et de l'emploi, mais que le projet qui a été mis en place, le corps des volontaires mauritaniens, qui continue. Mais il faut que les jeunes, tout à l'heure, une des intervenantes l'a dit, il faut que nos jeunes, ils aillent à la recherche de l'information. Il ne faut pas attendre l'information. Très souvent, ce que nous faisons, c'est que nous sommes là à la maison, on dit, oui, ça ne va pas, les choses n'avancent pas, ce pays-là, ce n'est pas la peine. Ok, mais il faut te poser une question. Qu'est-ce que toi, en tant que jeune, tu as fait pour changer ta situation? Si tu n'es pas capable de t'engager dans un premier temps pour avoir de l'expérience, mais aller dans l'utilité publique, aller servir l'autre qui est dans le besoin, et que toi, en retour, tu peux gagner une expérience, tu peux gagner un carnet d'adresses, tu peux gagner des hasanats. C'est important. Donc, il faudra que nos jeunes, eux aussi, à leur niveau, ils s'approprient tout ce qui est possible de s'approprier en termes d'emploi, en termes de recherche, mais surtout, encore une fois, la demande est très importante. Quand vous êtes jeune, vous êtes âgé de 25 ans, de 23 ans, de 21 ans, jusqu'à 35 ans, vous travaillez, vous ne travaillez pas, vous en tout cas qui ne travaillez pas, qui avez eu votre diplôme, je vous dis, le meilleur chemin par lequel vous pouvez passer pour capitaliser une bonne expérience et créer un très bon réseau, engagez-vous dans les entreprises sociales, engagez-vous dans le volontariat et vous n'allez jamais le regretter. Et je finis mon intervention pour dire aux jeunes, quelqu'un parmi nous, je pense que c'est Fodé qui l'a dit, réussir, ce n'est pas un secret. Réussir, c'est accepter de se sacrifier. C'est accepter de manager la priorité des priorités. Moi aujourd'hui, je suis là, je tiens un micro, je suis député à l'Assemblée, mais je vous dis, il y a 35 ans, ou il y a 34 ans, ou il y a 30 ans de ma vie, j'ai perdu ma mère, j'avais 1 année. J'ai perdu mon père, j'avais 10 ans. J'ai été adopté dans une famille française. J'ai vécu entre la France et la Mauritanie. Mais je n'ai pas perdu mes valeurs. Je n'ai pas perdu mon sens patriotique pour la Mauritanie. Je ne me suis pas résigné pour dire « je ne vais jamais réussir ». Je le dis souvent aux jeunes, si des gens comme nous ont été capables de réussir, moi je pose la question, celui qui vit avec sa mère, qui vit avec son père, à qui on paye les études à l'école, qu'est-ce qu'il attend pour réussir? Et je vous remercie. Merci, merci. Applaudissements amplement mérités par notre député. Excellence, la campagne est finie, hein? Vous êtes député. Bon, ceci étant, je tiens à remercier tous les intervenants. Avant de donner la parole au public pour juste, on va dire, une dizaine de minutes, s'il y a 2 ou 3 questions ou 2 ou 3 commentaires, je vais juste rebondir sur ce qui a été dit en 2 minutes. Nous avons noté, par rapport aux brillantes interventions qui ont été faites tout à l'heure, la nécessité de la pérennité de l'entreprise mauritanienne, de l'entreprise, de l'entrepreneuriat, donc de l'activité. L'activité doit être pérenne, donc ça nécessite un accompagnement suivi. Et aussi, il y a un deuxième point, c'est ce qu'on disait à l'époque, la politique genre, je ne sais pas si la terminologie existe toujours, vous m'excuserez du terme, c'est plus de femmes dans les secteurs, dans les différents secteurs de l'économie nationale et principalement aussi du secteur extractif, comme l'a souligné Mme Maïmouna Diagne. Et il y a aussi le point qui concerne la valorisation des métiers, qui a été souligné par Aïcha. Le focus est là
tous les métiers sont extrêmement bons, il n'y a pas de petits métiers, il n'y a pas de sous-métiers. Le travail, c'est le travail. Hein? Donc là, c'est une assurance. Après, nous avons le secteur porteur ou la niche de la construction écologique qui a été souligné par notre ami M. Wele Oumar. Et enfin, il y a le topo qui a été fait par l'honorable député Khalid Diallo sur le social, l'entreprise sociale et le volontariat. Ça se comprend naturellement parce que nous sommes dans un environnement où l'esprit de solidarité est omniprésent. On vit avec ça, de par notre culture, de par notre religion également. Donc cet aspect de solidarité, le social et le volontariat, il est là, mais tout de même également, l'entreprise va avec. L'entreprise va avec. Et je vais à nouveau également rebondir sur l'entrepreneuriat dans l'écosystème, comme on disait tout à l'heure, en écoutant ces interventions et les potentiels qui ont été mis en exergue tout à l'heure. J'ai envie aussi de dire aux jeunes ou aux femmes qui lancent des activités, ce qui a été dit ici est très pertinent. Je suggérerais juste un petit plus, c'est qu'on s'engage pour faire une entreprise, une activité économique. On peut la faire tout seul, on peut la faire avec un ami, d'autres acteurs, d'autres partenaires. Ça veut dire qu'on peut créer l'entreprise tout seul, vous êtes le seul propriétaire, ou bien vous pouvez faire votre entreprise avec 2, 3 autres, vous partagez votre affaire. Et dans ce cas, en revenant sur cet esprit d'accompagnement, cet esprit de financement, vous ne devez jamais oublier que vous devriez sécuriser votre projet. Le projet économique, il faut le mettre en sécurité. Moi, ce que j'appelle mettre le projet en sécurité, c'est voir qu'est-ce qui est dit dans les lois, qu'est-ce qui est dit dans la réglementation. Je décide de créer une petite entreprise, quelle que soit la taille, je vais formaliser, je vais avoir un registre de commerce, c'est le minimum. Parce que si vous allez voir le banquier ou le gars qui va financer, il va vous dire quels sont les documents que vous avez. Vous avez, non, j'ai le projet, c'est tout, j'ai la tête. J'ai tout ça ici, je veux faire ça. Il faut que le projet existe juridiquement. Ça veut dire que vous devriez enregistrer votre projet en tant que société. Vous le faites tout seul ou avec quelqu'un d'autre. Si vous avez enregistré votre projet, obligatoirement, vous avez un registre de commerce. Vous allez avoir un numéro d'identification fiscale et éventuellement un numéro de sécurité sociale. Vous avez déjà la base. Et à partir de là, là où vous partiez au niveau des organismes de financement, que ce soit les microfinances, que ce soit les banques, sachez qu'on va vous demander ces documents. C'est la carte d'identité du projet, de l'activité économique. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Et si, par chance, vous avez un peu d'argent, pensez toujours, je ne le dis pas parce que je suis juriste, pensez toujours à être conseillé. Sinon, vous allez trouver quelqu'un de mauvaise foi qui va vous faire entrer dans le trou et vous n'allez jamais vous réveiller. Donc ça, faites très attention. Ceci étant, alors, il y a des éléments intéressants qui ont été posés ici. Je pense que dans la salle, il y en a 2 ou 3, je pense, qui ont des questions, et éventuellement 2 ou 3 commentaires. C'est avec plaisir aussi que j'écouterai le commentaire de M. Diallo, qui est bien invité parmi nous, Mamadou Diallo. Oui, vous, Diallo. On va vous donner la parole. M. Diallo travaille dans l'accompagnement des jeunes entreprises. J'ai eu la chance de le connaître. Et il vient du Luxembourg. Il accompagne les acteurs dans beaucoup de projets. Il va peut-être faire un commentaire. Monsieur Diallo, s'il vous plaît. Et celui qui veut parler, on aura 2 ou 3 interventions et puis commentaires éventuellement des questions. Là, monsieur, s'il vous plaît. Diallo est là.
Merci beaucoup, Maître Sall, et merci pour ces interventions pertinentes. Je m'appelle Diallo Tcherno, je suis formateur et coach en entrepreneuriat. J'ai double nationalité, je suis luxembourgeois et mauritanien. Donc j'ai créé un centre de formation et d'accompagnement des entrepreneurs ici qui s'appelle Force Mauritanie. Et au Sénégal, Talent Entrepreneur, et au Luxembourg, on a Talent Entrepreneur Diaspora. L'idée, c'est d'accompagner les jeunes et les femmes, même les vieux, qui ont envie d'entreprendre. On prend la notion d'entreprendre sa vie. Créer une entreprise, c'est comme une vie. C'est créer sa vie. Donc, on dit toujours, mieux vaut créer, être créateur d'entreprise ou créateur de son emploi que d'être demandeur d'emploi. Donc, je lance un appel à la jeunesse, que vous êtes acteur de votre vie, vous pouvez créer vous-même votre vie en créant votre entreprise. Et donc, ces interventions qui ont été pertinentes avec le projet, mon avenir, une chance pour la jeunesse mauritanienne, et son honorable député a parlé de l'économie sociale et solidaire, le volontariat, aussi une chance pour la jeunesse pour prendre de l'expérience. Et aussi, il y a des entreprises d'économie sociale et solidaire qui ne sont pas très bien connues dans l'écosystème, même africain. Et c'est une chance qu'on appelle les entreprises d'impact. On peut créer une entreprise avec un impact social et un impact économique. Et c'est quelque chose de très adapté à notre écosystème, à notre culture même. Donc, merci beaucoup pour vos interventions et j'aurai demain à intervenir dans le panel Diaspora Entrepreneuriat et je vous en dirai un peu plus. Et merci beaucoup pour votre invitation. Merci, merci M. Tcherno Diallo. Alors, il me semble qu'il y a eu la parole par là et puis après on vient de l'autre côté. D'accord, madame? Voilà, c'est à vous, la main. Voilà. Vous avez 1 minute maximum, soit de questions, soit de commentaires. On va essayer de cadrer le temps. On vous écoute, madame. Salam alaikum. S'il vous plaît, j'ai une question pour monsieur Oumar Ouele. Désolé. En fait, ma question, ça concerne la plante indésirable qui était entre la Mauritanie et le Sénégal, qui a réussi à devenir une source naturelle de construction. En fait, je suis curieuse, je voudrais savoir comment vous avez fait, comment ça s'est fait. C'est ça ma question. Merci. Vous allez répondre, oui? Vous pouvez répondre, oui, directement. Merci. Donc, un peu une petite historique du Tifa. Tifa, c'est une plante qui colonise 80 000 m2 entre 80 000 km2 entre le Sénégal et la Mauritanie. Donc, depuis les années 70 ans. Et que la Mauritanie, le Sénégal, via l'OMVS, ont cherché à éradiquer cette plante. Donc, ça a été fait d'une manière scientifique, technique, chimique, ça n'a pas marché. Elle continue à pousser. Au départ, il y a eu le GRET qui a eu l'idée de transformer le Tifa comme biocharbon. Nous, avec l'expertise, l'expérience qu'on a eue à l'étranger, on s'est vu qu'il y a ce qu'on appelle les matériaux biosourcés à base de végétaux, le chanvre, les roseaux qu'on utilise dans la coin. À partir de là, donc, on a eu l'idée de transformer, de broyer, de collecter d'abord le Tifa, d'abord sous forme de briques, ensuite sous forme de panneaux d'isolation, et là, un matériau de toiture, ce qu'on appelle les types de toiture en chaume. C'est des toitures en paille qu'on retrouve plus en Normandie, d'une épaisseur de 40 cm. Mais tout ce travail, on ne l'a pas fait seul. On s'est approché des institutions de recherche. C'est ce qui justifie notre collaboration avec l'Université du Nouakchott, où on a pu accompagner 5 étudiants, 4 masters et une doctorante, Loboudoba, qui a travaillé sur le Tifa en matériaux de construction pour avoir ce qu'on appelle les caractéristiques physico-chimiques, la durabilité, l'efficacité en termes d'éléments d'isolation et aussi le vieillissement de ces matériaux. Donc, ça nous a nécessité quand même 4 ans d'études. Et aussi, on évolue dans un écosystème sous-régional et international
où on est 40 partenaires, où on a l'école polytechnique de Thiès, de Dakar, de l'ISET de Nouakchott et l'Université de Lyon sur le développement de ces matériaux. Donc, c'est un travail d'ensemble avec plusieurs partenaires et aujourd'hui, Abidem a 3 brevets certifiés auprès de l'OAPI, l'Organisation africaine pour la protection intellectuelle, pour sécuriser nos produits, ce que disait Maître Sarah. Voilà. Merci, merci. Donc, une question, un commentaire? Oui. Une contribution. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc, je m'appelle Elhadj Oumar Tall. Je suis directeur du Centre africain de conférence et de Galema Agro. 2 structures, l'une qui fait de la formation et aussi des études et de l'accompagnement. Et l'autre qui est dans le domaine agricole, sur l'emploi rural. Donc je remercie les intervenants d'aujourd'hui, parmi lesquels certains, donc nous avons des relations d'entrepreneuriat. Et là, je voulais juste 2 petits mots, avant, j'espère, demain, faire une intervention sur un autre domaine. C'est parler de la formation et parler de l'entrepreneuriat. Je crois que la formation, c'est quelque chose de tout à fait essentiel. Il faut que les gens se focalisent plus sur la formation que sur le financement. Pourquoi? Il y a une formation, ce qu'on appelle formation initiale, c'est ce qu'on fait depuis l'école primaire jusqu'à ce que vous avez tous vos diplômes. Et là, aujourd'hui, on voit que la formation initiale, il y a des insuffisances extraordinaires et je ne vais pas développer là-dessus. Mais ça signifie qu'aujourd'hui, la Mauritanie a besoin de main-d'œuvre, a besoin d'employés qualifiés. Et ce qui justifie la formation professionnelle, c'est-à-dire former des jeunes sur un emploi parce que l'offre qu'il y a au niveau donc, de l'environnement mauritanien est totalement insuffisante. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas certains qui sont diplômés, la preuve c'est qu'il y a des diplômés sans emploi, mais c'est parce qu'il n'y a pas eu cette corrélation entre le marché du travail et le marché de la formation. On essaye maintenant depuis certaines années à réduire cet écart, mais il n'est pas évident, il n'est pas facile. Et je reviens sur certaines choses, c'est-à-dire l'emploi, ce n'est pas forcément l'emploi public. Il faut que les gens enlèvent ça de leur tête, que le privé est le moteur du développement. C'est par le privé qu'on va réussir. Et le privé maintenant, comment y accéder? C'est en faisant très attention à la demande du privé. Tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Ça, il faut l'enlever de la tête. Il y a beaucoup de... La mode ces années-ci, c'est de faire de l'entrepreneuriat. Non, non, non. Il y a certains qui veulent être salariés. Ils ne veulent pas être entrepreneurs. Ils sont convaincus que c'est avec leur statut de salarié qu'ils vont se réaliser. Donnez-leur cette possibilité de travailler en tant que salarié. Maintenant, pour ceux qui ont la fibre des affaires, puisque pour faire des affaires, il faut la fibre. Quelqu'un qui ne va pas se dire, bon, j'ai mes diplômes et là, je vais aller faire de l'entrepreneuriat. Non, il faut que tu aies un esprit d'entreprise. Il faut que tu sois entrepreneur et que tu saches que c'est toi qui vas créer quelque chose et tu vas avoir des salariés. Donc à ce niveau, je crois qu'il y a une discussion, elle a commencé, mais elle est encore en retard et je pense qu'on pourrait avancer là-dessus. Sur l'environnement, il y a des choses aussi à changer au niveau de l'État. Nous avons la présence ici de certains ministères ici qui sont sur une bonne voie, mais cette voie-là, il faut la renforcer parce que la pression est forte. Les jeunes sont là, les femmes sont là, elles veulent travailler, mais ils ne sont pas dans l'autoroute qu'il faut. Maintenant, il faut qu'on les ramène sur cette autoroute pour qu'ils viennent retrouver le marché du travail, ce qu'ils demandent. Et je vous remercie. Merci, M. Tall. Merci beaucoup, Monsieur Tall, pour votre intervention. Moi, j'en profite. Justement, je rebondis sur ce que vous avez dit. L'objet du forum aujourd'hui, on a organisé ce forum pour répondre justement à cette problématique. La problématique de la formation, la problématique de la diversité au niveau des formations. On est conscient qu'en Mauritanie, il y a du potentiel. On est conscient qu'il y a une jeunesse, mais on voit qu'il y a un écart entre l'offre et la demande.
C'est-à-dire qu'on a des Mauritaniens aujourd'hui qui sont formés dans un certain domaine et de l'autre côté, on a un problème de main-d'œuvre ou un manque de compétences. Et aujourd'hui, si on fait ce forum, c'est justement pour permettre de promouvoir tous les métiers porteurs, les secteurs porteurs, les secteurs émergents, mais également de travailler sur les compétences top, parce qu'il ne suffit pas d'être formé, il ne suffit pas d'être diplômé, on a également besoin de personnes avec des soft skills. Aujourd'hui, pour travailler dans une entreprise, pour être performant, pour communiquer avec les autres, il y a certaines compétences. La créativité, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence relationnelle, il faut être capable d'avoir une force de résilience, de s'adapter. Donc toutes ces compétences-là, c'est des compétences nécessaires également qu'il faut intégrer dans les programmes. Et ce ne sont pas des compétences qu'on apprend forcément à l'école, c'est des compétences qu'on acquiert au fur et à mesure, en ayant de l'expérience, en faisant des stages. Et aujourd'hui, c'est ce qu'il manque en Mauritanie. On sait que les jeunes Mauritaniens ont de la volonté. On sait que l'État mauritanien a envie de s'investir. Malheureusement, ce n'est pas suffisant. Et c'est aussi pour ça que nous, on est là. On est en France. Je pense, c'est une suggestion que je fais, je pense qu'il serait intéressant de mettre en place des programmes entre la diaspora mauritanienne, les jeunes comme nous, présents ici, qui sommes nés en France. On a peut-être certaines compétences à apporter. De l'autre côté, les Mauritaniens ici présents ont aussi une certaine compréhension des choses, une certaine facilité. Donc je pense qu'il est aujourd'hui plus que nécessaire de mettre des programmes ensemble, de travailler ensemble, de collaborer ensemble, de réajuster. On ne peut pas mettre le problème que sur l'État, on ne peut pas mettre le problème que sur les parents. On est tous Mauritaniens ici, on a tous notre part de responsabilité. Je vous invite tous vraiment à y réfléchir. Merci. Alors là, je suis obligé de donner la parole uniquement à des jeunes pour poser des questions. Salam alaikum. Moi, j'aimerais rester debout, je pense que c'est mieux. Déjà, je remercie tous les intervenants et aussi, je profite aussi pour féliciter notre honorable député. Et vraiment, c'est-à-dire que je voyais beaucoup vous parler de jeunes, donc j'ai dit qu'il faut que j'intervienne. C'est-à-dire que j'ai 2 points. La première, c'est sur l'emploi des jeunes et l'autre, c'est sur l'entrepreneuriat. J'ai beaucoup entendu que les gens disent que les jeunes n'ont pas assez de formation et autres. Et je trouve ça très décevant parce qu'en Mauritanie, surtout nous qui sommes dans le domaine agricole, on a pu faire notre licence en agriculture, mais malheureusement, comme on n'a pas assez de moyens, nos parents aussi, on n'a pas pu faire notre master et on est là en Mauritanie. Et on a constaté quand on vient dans une entreprise pour déposer, pour travailler, ils nous disent quoi? Bac plus 5, 7 ans d'expérience. Et comment? Le bac plus 5, c'est le master. En Mauritanie, il n'y a pas de master en agriculture. Vous le savez tous. Et donc, comment nous, on va faire, nous, qui n'avons pas de moyens? Donc, même s'il y a le marché d'emploi est là, oui, on le voit toujours sur les bêtas, sur les RIMTIC, mais malheureusement, bac plus 5, 7 ans d'expérience. Et nous aussi, on a 25 ans. Et ce qu'on a constaté, même sur l'agriculture, il n'y a pas de jeunes, il n'y a que de vieux, je suis désolé. Et quand on parle de l'agriculture, on parle de la force. Est-ce qu'un vieux, il a la force? Un vieux de 70 ans, et qui disent qu'il est agronome. Et nous qui ont 25 ans, 26 ans. Et comment vous pouvez que la Mauritanie se développe sur l'agriculture? C'est possible. Et en parlant de l'entrepreneuriat des jeunes, moi, c'est que j'ai constaté que l'entrepreneuriat des jeunes est devenu un slogan pour les politiciens, pour l'État. Juste un slogan, on dit l'entrepreneuriat des jeunes. Mais on n'arrive pas, c'est-à-dire que nous, on voit, c'est-à-dire que nous, supposons maintenant, moi, j'ai une entreprise à la maison, que je me suis autofinancé avec mes propres moyens, que je vais à l'université. Mais malheureusement, j'ai déposé 2 fois sur mon projet, mon avenir. Parfois, on me rejette, parfois, je n'ai même pas de réponse. Et pourquoi, s'il vous plaît? Et pourquoi? Parce que j'ai constaté que dans la plateforme de mon projet, mon avenir, il y a une erreur que les gens ont oubliée. Ils n'ont pas pu mentionner là où on devrait insérer nos vidéos ou nos photos. Pour savoir que nous, on a déjà commencé. Vous financez des idées de projet. Les gens sont là, ils n'écrivent même pas le projet. Ils vont voir un Samba ou un Demba qui peut écrire, il va les écrire et voilà, il gagne. Et lui, il va se marier avec.
Vous voyez? Et nous, on a déjà nos projets qu'on a commencé avec nos propres moyens. On n'arrive même pas à se développer parce qu'on ne nous voit pas. Malheureusement, je l'ai déjà une fois dit à M. Fodé Diagana, au niveau de Azalai. On a dit pourquoi pas vous ne descendez pas sur le terrain pour voir qui a déjà commencé et pour mieux les appuyer. Et je pense que c'est ces gens-là qui peuvent développer la Mauritanie. Ce n'est pas les gens qui ont des idées, mais plutôt les gens qui ont commencé. Merci. Merci beaucoup. Vous voyez bien que je n'ai pas eu tort de donner la parole aux jeunes, mais c'est une question qui est lancée aux panélistes, très pertinente. Alors là, en parallèle aussi, je dirais que c'est une question en rapport avec l'encadrement, le coaching, comme le disait tout à l'heure M. Thierno Diallo, mais de toutes les façons, les réponses vous seront données par les panélistes qui sont là. Encore, merci beaucoup, mais je ne peux pas me permettre de donner le micro aux panélistes sans remettre le micro à ma grande sœur, sinon je vais passer de ça le quart d'heure. Merci. Bonjour à tout le monde. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ankobare Sonike, mes frères et sœurs, je vous remercie pour l'invitation. Je suis très heureuse de participer à ce forum. C'est Aminatou Mtelrose, secrétaire général secrétaire général de l'association mauritanienne pour le bien-être des enfants. Ancien employé de World Vision, je travaille dans le domaine du développement. Je suis géographe de formation. Mais aujourd'hui, je suis là. Ce n'est pas pour les femmes seulement, c'est pour toute la Mauritanie. Ce que vous avez dit concernant les jeunes, moi j'ai déjà travaillé avec des jeunes, j'ai formé plus de jeunes. Environ 2000 ou 3000 personnes dans des formations professionnelles. C'est des formations professionnelles et plus de 10 000 femmes au cours de ma carrière. Il y avait des femmes sur la teinture, sur la transformation des aliments, sur les boissons, la cuisine, la couture et la teinture. Il y avait même des handicapés visuels, déficience intellectuelle et auditive. Et ces gens-là, certains sont dans la vie active, ils travaillent. Donc, ce n'est pas seulement les jeunes, doit inclure tous, même les handicapés. Parce que certains handicapés sont plus intelligents que nous. Et c'était moi qui avais inséré le programme des handicapés dans notre programme de World Vision International. Après, il y a la Mauritanie qui est intervenue. Il y avait 12 salles. En zinc, actuellement, il y a plusieurs centres de formation pour ces gens. Mais merci. Et bien de choses à ceux qui viennent de l'extérieur, et à ceux qui sont de la Mauritanie. Et bonne chance aux jeunes et aux femmes mauritaniennes. Merci. Merci beaucoup, merci ma grande sœur pour votre expérience très enrichissante, pour l'apport, le soutien aux jeunes, aux femmes. Et là, Monsieur Fodé Diagana, on vous a posé des questions très pertinentes. Vous avez des mots à répondre à notre jeune qui vous met au défi. Vous êtes obligé de revenir ici en salle et répondre concrètement aux questions. Pas de souci. Merci beaucoup pour l'interpellation qui a été faite. Première question, c'est quand il dit n'a pas eu de réponse, là, on ne peut pas partager cela. Parce que sur mon projet, mon avenir, toutes les personnes qui ont déposé leur demande, quand tu n'es pas sélectionné, tu as un message qui va directement dans ta boîte mail. Ça, c'est clair. Et quand tu es passé dans une... Oui, c'est digitalisé. Je ne me fatigue pas d'envoyer des réponses physiques aux gens. C'est digitalisé. La réponse, elle est automatique à toute personne qui n'a pas été présélectionnée. Maintenant, quant à aller sur le terrain pour voir ceux qui ont commencé et ceux qui n'ont pas commencé, je pense qu'il y a quelqu'un qui a dit quelque chose dans cette salle. Entreprendre, c'est aller vers. N'attends pas qu'on vienne te chercher pour financer ton entreprise. Il faut faire le chemin contraire. Il ne faut pas patienter. Ça, c'est un aspect qui est très important. Il a postulé à 2 fois à mon projet Mon Avenir. J'ai dit tout de suite, la première édition de mon projet Mon Avenir,
nous avons reçu 12 300 dossiers pour financer 550 projets. Donc, il y a près de 11 550 dossiers qui n'ont pas réussi mon projet, mon avenir. La dernière édition, nous avons financé 1000 PME sur 8 700 demandes. Donc, c'est dire que la demande est telle que pourquoi se donner tant d'efforts pour aller chercher pendant que la demande te submerge? Donc, c'est très relatif. Maintenant, quand on a des projets assez spéciaux de ce genre, je pense qu'il est tout à fait important de faire la démarche contraire, d'arriver et de présenter son projet pour que ça tienne une attention particulière. Et ce que vous avez dit en termes de vidéos, nous sommes dans une digitalisation, 12 000 demandes, 12 000 vidéos. Vous avez vu ce que ça prend comme espace? Donc, sur le plan technologique, nous n'avons pas la capacité, je l'avoue. Mais si on avait cette capacité, on l'avait prévu, en disant que chaque entrepreneur doit sortir avec une vidéo de 2 secondes, même si c'est 5 secondes, pour parler de son entreprise et qu'on voit avant de faire la présélection. Mais les contraintes technologiques ont fait qu'on ne peut pas intégrer cela. Mais c'est le même formulaire qui est donné à tout le monde. Ce que tu n'as pas donné en vidéo, tu peux effectivement le mettre à l'écrit. Et le formulaire est très clair là-dessus. Est-ce que c'est une extension? Est-ce que c'est une création? Quand c'est une extension, on te demande depuis quand tu as créé. Quel est ton chiffre d'affaires? Qu'est-ce que tu as reçu? Qu'est-ce que tu n'as pas reçu? Et dans le processus de sélection, la notation fait que les projets en extension sont privilégiés par rapport aux projets en création. Mais on a également une hiérarchie entre les secteurs d'activité. On peut avoir le maximum, c'est comme le genre. À l'entrée, les femmes ont 6 points, les hommes ont 0 points. Donc, c'est tout un ensemble d'agrégats qui sont mis ensemble, qui font que, et si ma mémoire est bonne, toutes les personnes qui ont eu à réclamer, parce qu'on a également offert cette possibilité à toute personne qui conteste le fait qu'il ne soit pas sélectionné dans le processus de mon projet, mon avenir, de venir contester au ministère, d'écrire ou de venir. Et toutes les personnes qui sont venues, quand on les a présentées là où ils sont tombés, ils ont été tous d'accord. Donc je n'ai pas d'état d'âme par rapport à ça. Et jusqu'à présent, tout est disponible. Toute personne qui se sent lésée par le processus de... Donc quand la personne sait pourquoi elle n'a pas été retenue, la personne... J'ai dans cette salle des structures qui ont participé au processus d'évaluation, d'accompagnement, de business plan et autres. Et ce que je vous dis, tout n'est pas perdu. Nous sommes en train de lancer très bientôt la 4e édition. Faites plutôt la démarche contraire parce qu'il existe d'autres instruments qui peuvent vous prendre en charge. Je dis une autre chose. Vous parlez des jeunes. Je pense qu'il ne faut pas tout jeter sur l'administration. Au niveau du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, là, il y a 2 ans, nous avons envoyé 60 jeunes, filles et garçons, à Songhai, au Bénin. Tu fais partie. Et quand ces jeunes sont partis, nous nous sommes dit, voici 60 jeunes que nous sommes en train d'envoyer. Ils sont tous Mauritaniens. Ils ont à peu près le même âge. Ils ont la même préoccupation. On les envoie dans une ferme. Et notre objectif, c'est de les voir quand ils viennent se fédérer et dire, même si on ne fait pas Songhai, on va faire un semblant de Songhai en Mauritanie. Et pour votre gouvernement, quand ces jeunes sont venus, chacun a voulu se mettre dans un projet miniature. Moi, j'ai fait agriculture. Moi, j'ai fait aliments de volaille. Alors que tous ces talents ensemble pouvaient faire un Songhai. Au lieu d'envoyer 60 jeunes à Songhai, on enverra 60 jeunes à Songhai, Mauritanie. Et le parcours, on ne dit même pas tout le parcours. Dans le parcours, il y a près de 8 ou 9 qui, par je ne sais pas quel... Bon, je ne rentre pas dans ces explications, qui n'ont pas fini la formation et qui sont rentrés. Ça aussi, c'est les aléas. Mais aujourd'hui, ces jeunes, on a même eu un accord avec une organisation. On s'est dit,
on va leur faire appel. Mais quand tu incites la personne à faire quelque chose qu'il ne veut pas, tu forces l'association, ça ne va pas donner. C'était susciter le volontariat entre ces jeunes pour qu'ils puissent se mettre ensemble parce qu'ils ont un dénominateur commun, c'est le fait d'avoir fait cette formation. Ils ont fait leurs armes ensemble. Mais au résultat de course, c'est comme vous avez votre entreprise chez vous, un autre il a son poulailler, un autre il a... Ça a un certain impact, mais ça pouvait donner beaucoup plus que ce que ça n'a donné. Donc, il ne faut pas dire que l'État ne veut pas prendre que des jeunes. Au ministère de l'Agriculture, les vieux, d'accord, ils vont aller à la retraite, ils seront obligés de vous recruter, alors il faut y aller. Maintenant, contradiction pour contradiction. Vous dites, quand on cherche un emploi, on va dire 7 ans d'expérience, 7 ans ceci, 7 ans cela. Par rapport à l'entrepreneuriat, vous venez de me dire, attention, nous, on a déjà commencé, les autres n'ont même pas commencé. On les a pris. Donc il faut qu'on laisse ceux qui débutent, on prend ceux qui sont anciens. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre sur le panel, quelqu'un veut ajouter quelque chose? Madame Diagne, Madame Lekhal, Aïcha? Oui, moi j'aimerais ajouter quelque chose, mais par rapport à ce qu'a dit la dame. Madame, c'est comment? Oui, vous avez parlé du pont qu'on doit construire entre la jeunesse mauritanienne et la diaspora. Moi-même, j'ai été 15 ans en Italie. Donc, du jour au lendemain, j'ai tout laissé grâce à la fibre patriotique et je suis rentrée. Je suis moitié mauritanienne, ma maman elle est mauritanienne et mon père est sénégalais. Et je suis rentrée au Sénégal et j'ai créé mon propre entreprise. Ceci n'est pas donné à tout le monde. Donc, il faudrait effectivement que des gens comme vous, ou peut-être comme moi, qui ont des expériences par rapport aux deux zones, puissent en synergie travailler pour que ceci puisse être. Parce qu'on ne doit pas oublier la diaspora, où nos jeunes sont là-bas, et les femmes aussi sont là-bas, où nous avons des compétences et une fuite de cerveau évidente. Donc, on doit tous y travailler. Je voudrais aussi, monsieur le modérateur, que par rapport à nos États, nous ne pouvons ne pas parler des États. Parce que ce sont eux qui donnent les licences, ce sont eux qui donnent certaines prérogatives à certaines sociétés qui travaillent, par exemple, dans la société minière. Au niveau du Sénégal, le gouvernement sénégalais, par exemple, donne des, octroie des licences préférentielles aux entreprises détenues par des femmes. Et ceci fait la promotion de la participation des femmes et des jeunes dans les offres publiques. Donc ceci est important que les États le font, parce que les femmes ne peuvent pas elles-mêmes faire ça, bien qu'elles doivent faire une mise à niveau de leur métier. Donc ce débat est très intéressant. Ces jeunes ont soulevé vraiment des problématiques qui sont là. Ce sont les slogans politiques qu'on nous met sur la table. Mais vous pouvez aussi profiter de ces slogans et y travailler. Vous êtes jeune et vous avez l'avenir devant vous. Donc, quand on dit mon projet, mon avenir, donc il y a aussi mon projet, ma formation, mon projet, mon financement. Tous ces mécanismes sont mis en place pour vous aider. Mais l'engagement doit venir d'eux. Je vous remercie. Oui, madame, juste pour rappeler qu'il y a, il me semble, un panel demain qui porte sur la diaspora et l'entrepreneuriat, je pense, donc vous pouvez développer sur ce point. Juste relation diaspora et le développement local. Nous, on a eu une expérience... Excuse-moi, Omar, si tu peux résumer, parce que ça fait partie d'un panel de demain. Juste une dernière expérience qu'on vient d'avoir. Nous, au sein d'Abidem, on a développé cette relation. On reçoit de temps en temps des jeunes qui viennent de la France à la recherche d'une nouvelle expérience. Tout récemment, on a reçu une jeune qui était à l'école d'ingénieur de l'INSAE, qui cherchait à s'orienter vers l'éco-construction. Elle a passé 10 jours avec nous, elle est repartie actuellement, elle est en insertion. Et aussi au sein d'Abidem, on fait de la promotion de la femme. Aujourd'hui, j'ai 2 chefs de chantier femmes. Kumba, qui a
fait sa formation au lycée technique BTS qu'on a envoyé à Dakar et ensuite en France en formation de perfectionnement. Aujourd'hui, elle est sur nos chantiers comme technicienne de suivi de chantier et deux filles ingénieurs qui sont en cours de formation au sein de l'entreprise. Donc on sait que le genre est très important, elles sont beaucoup plus concentrées dans l'exécution de leurs tâches et aussi elles ont le niaque pour aller en avant. Voilà un peu. Aïcha, vous voulez parler, non? C'est bon? C'est bon? Alors, juste avant de clôturer définitivement, c'est vrai qu'il a parlé en disant que oui, c'est des slogans politiques, autre chose. Moi, je vais juste rappeler à notre jeune que le rôle régalien de l'État, c'est de travailler pour le développement économique du pays. Le développement économique du pays passe par des politiques publiques. Les politiques publiques de l'État, la lutte contre le chômage fait partie. Et c'est dans ce sens, naturellement, qu'on crée des programmes, qu'on crée des projets. Peut-être, probablement, mon projet, mon avenir, tout ce qui a été dit ici, ça rentre dans le cadre des politiques publiques de l'État. La preuve, c'est pas un slogan vide. Vous avez vous-même témoigné tout à l'heure pour dire que vous avez bénéficié de la formation qui vous a permis d'aller au Bénin, formation à laquelle faisait allusion tout de suite M. Fodé. Je pense que c'est une preuve patente. Et je reviendrai juste pour dire que, comme beaucoup d'entre vous l'ont dit, il n'y a que le travail qui va payer. Le travail. Le travail s'y pose au niveau de la jeunesse, au niveau des femmes, au niveau de tout le monde, des objectifs. Il faut avoir un projet, il faut avoir quelque chose dans la tête. Je veux faire ça. Et si cette volonté elle est mûre, on s'investit pour ça. On doit s'informer davantage. Si je rebondis par rapport à ce que vous disiez il y a quelques minutes, oui, quand on vient postuler, on nous dit qu'il faut 5 ans d'expérience. Vous me ramenez à 20 ans en arrière. Quand je venais de débarquer fraîchement, un peu les années avant 2000, là où je postulais, je voyais les annonces, minimum 2 ans, 3 ans d'expérience. C'est normal parfois, mais c'est à force de persévérer. Il faut se battre, avoir des objectifs. On me demande une expérience de 2 ans, 3 ans. Moi, qu'est-ce que j'ai fait à l'époque? Je ne veux pas d'emploi, je veux un stage. Il m'est arrivé de dire, je veux un stage non payant. Vous voyez, je disais, je veux un stage non payant, parce que si vous êtes en stage à l'époque, l'entrepreneur, il pense que vous espérez avoir un salaire ou quelque chose comme ça, ou une prime. Je disais, je viens demander, solliciter un stage non rémunéré. Il faut mettre le pied dans l'entreprise. Il faut mettre le pied dans l'entreprise, il faut s'informer auprès des jeunes entrepreneurs. Il faut profiter de l'expérience. Vous avez des aînés qui sont dans l'entreprise, venez les voir, expliquez-leur vos problèmes, ils vont vous orienter, même si vous n'avez pas les moyens encore, ils vont vous orienter. Tant que vous avez un objectif clair, vous avez un projet clair et que vous êtes volontaire, je vais résumer et conclure pour dire, je me rappelle quand j'étais au lycée, je ne sais pas si c'est un littéraire ou un philosophe qui s'appelait Bergson. Il disait, il faut agir un homme de pensée et penser un homme d'action. Ceci clôt la séance. Je remercie tous les panélistes et tout le public. Merci.